Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi soir un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais. La France espère rassembler une minorité de blocage au sein de l'Union européenne pour rejeter l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi soir un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais. משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. Le cessez-le-feu doit débuter ce mercredi matin. L'accord basé sur la résolution 1701 de l'ONU qui a mis fin à la guerre de 2006 prévoit que seule l'armée libanaise et les casques bleus peuvent être déployés à la frontière sud du Liban. Russian forces continue to make significant tactical advances in western Donetsk region and are coming closer to enveloping Velika Novosilka and advancing towards important Ukrainian ground lines of communication supplying the rest of western Donetsk region and running into eastern Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions. Geolocated footage indicates that Russian forces are advancing to the eastern outskirts of Velika Novosilka, just east of the Donetsk-Zaporizhzhia region border area. Moscow troops are also continuing efforts to eliminate the small pocket southeast of Kurakhove and northeast of Vuhledar. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian military command has several potential courses of action in this sector of the front, and two of them are more probable. They can push west along the road to the Andriivka-Konstantinopel line from Kurakhove. They have already seized positions along the road. Recent Russian advances to central Kurakhove placed Russian forces about 15 kilometers east of Andriivka. This would give Russian forces a stronger position from which to envelop a chain of settlements along the highway northwest and northeast of Vuhledar. Or they may continue advancing west along the road towards Andriivka while attacking into the pocket northeast of Vuhledar along the Uspenivka-Hanivka-Romanivka line, trying to force Ukrainian forces to withdraw westward to avoid encirclement. Such a maneuver could enable Russian forces to seize tactical positions in the area and level the front line from Sontsivka to Konstantinopolsk, placing Russian forces about 23 kilometers east of the Donetsk-Dnipropetrovsk region border at its closest point. The Institute for the Study of War assesses that Russian advances in western Donetsk region do not automatically mean the collapse of the Ukrainian front line, but Moscow's advances here may become operationally significant if the Russian command properly exploits these recent tactical successes. Le 10e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies a débuté mardi à Cascais, au Portugal. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a ouvert l'événement en lançant un appel à la paix face aux menaces qui pèsent sur les droits de l'homme. Assistimos a uma onda de xenofobia, de racismo e de intolerância, com as redes sociais a serem exploradas como uma arma poderosa. E as tensões aumentam em várias frentes. Os direitos humanos estão sob ataque. A crise climática continua a agravar-se e sectarismos de vária ordem proliferam. Os conflitos e as guerras alimentam e acentuam cada uma destas ameaças. Face a este cenário, precisamos de paz. Dans un bref discours, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a également souligné l'importance de cette réunion de l'Alliance des civilisations face à la montée de l'intolérance dans le monde. Esta urgência é especialmente relevante num mundo que mais uma vez se encontra dominado pelo egoísmo, pela arrogância, pela tolerância, pelo isolacionismo. Le roi d'Espagne Philippe VI et le président du Cap-Vert José María Neves ont également participé à l'ouverture de ce forum, dont l'objectif est de lutter contre la polarisation entre les sociétés et de promouvoir le dialogue interculturel.
La scène politique roumaine a été bousculée par la montée inattendue du candidat nationaliste Călin Georgescu, qui a remporté dimanche le premier tour de la présidentielle en tant qu'indépendant. Jusqu'alors assez peu connu en Roumanie, Călin Georgescu a principalement mené sa campagne électorale sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Dans ses vidéos, le candidat d'extrême droite s'est opposé à plusieurs reprises à l'aide militaire à l'Ukraine. Et il a exprimé son admiration pour Vladimir Poutine et Viktor Orban. Très actif sur les réseaux sociaux, il a réussi à rallier près de 23% des électeurs lors du premier tour de la présidentielle. He is selling an utopic story. He is selling a dream for conservative Romanians as an opposite to the classical politicians that are very transactional. We have now a TikTok messiah or something like that, very successful, and we are not sure if he will be able to win in the second round. Călin Georgescu a réussi à capter le vote de protestation contre les partis politiques traditionnels en Roumanie, en propageant des messages nationalistes et pro-russes sur les réseaux sociaux, et en promettant des mesures contre l'inflation dans ce pays parmi les plus pauvres d'Europe. Chestiune foarte importante este ideea aceasta de viralizare, de propagare și de folosirea hashtag-urilor pentru asta, care presupune cumva niște efective de oameni, de data asta nu mai vorbesc de boți și de algoritmi, care sunt cumva extrem de activați, ca să spunem așa. Și discursul pseudomesianic al lui Călin Georgescu, cu modul în care s-a prezentat, a făcut să câștige mai degrabă adepți decât cum avem poate în alte părți susținători raționali. Le second tour de la présidentielle aura lieu le 8 décembre en Roumanie. Călin Georgescu sera opposé à Elena Lasconi, qui a également créé la surprise lors du premier tour, en éliminant le Premier ministre roumain à quelques milliers de voix près. L'accord entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine du Mercosur entre dans sa dernière ligne droite. La Commission européenne souhaite conclure d'ici la fin de l'année ce traité de libre-échange négocié depuis 1999. Mais un bras de fer est en cours entre les capitales européennes où la France mène la fronde contre ce texte. On sait que la France est clairement contre et d'autres pays ont des réserves comme la Belgique ou les Pays-Bas, l'Autriche et l'Irlande. Et là c'est plus pour des raisons agricoles puisqu'on va avoir de l'importation de viande bovine qui peut mettre en péril l'élevage européen, surtout dans ces pays. L'accord prévoit des quotas d'importation dans l'Union de produits agricoles, comme 99 000 tonnes de viande bovine, soumises à des droits de douane de 7,5%, et 180 000 tonnes de volailles exemptées de taxes douanières. Or, Paris souligne que les producteurs sud-américains ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales qu'en Europe. A contrario, une quinzaine de pays soutient le traité de libre-échange. On a par exemple l'Allemagne qui a un intérêt puisqu'il y a plus d'exportations prévues grâce à cet accord et d'autres pays aussi comme l'Espagne. Alors pour l'Allemagne, on a clairement des exportations de voitures mais aussi des exportations de produits chimiques, pharmaceutiques et de pesticides. Et pour l'Espagne, on a des exportations agricoles mais plutôt des produits agricoles à forte valeur ajoutée. On pense par exemple à l'huile d'olive ou au jambon serrano. L'accord prévoit la suppression des droits de douane en Amérique du Sud sur des exportations européennes telles que les voitures, les pièces de voiture, les machines ou encore les produits pharmaceutiques pour atteindre un marché de plus de 260 millions de consommateurs. Berlin et Madrid peuvent compter sur le soutien de la Finlande, du Danemark, de la Croatie, de la République tchèque ou encore de la Suède. Face à cette alliance, Paris espère rassembler une minorité de blocage en cherchant l'appui de pays actuellement indécis comme la Pologne et l'Italie. La France doit en effet convaincre 3 autres pays membres dont la population conjointe représente plus de 35% de la population de l'Union. Le musée des Beaux-Arts de Budapest met à l'honneur le célèbre peintre hongrois Mihály Munkácsy en lui consacrant une grande exposition. Celle-ci présente l'ensemble de la carrière de l'artiste qui a connu un immense succès à la fin du XIXe siècle, principalement à Paris et à Budapest.
Kiváló művészi képességeink, készségein túl, vagy kiemelkedem is csak kiváló, kellettek azok a támogató erők, a feleség, a francia feleség, aki bevezeti őt Párizs elitköreibe, és az a műkereskedő, aki témáinak inspirálójaként, hogy például Jézus életét fesse meg, és nem akár, hogyha nem óriás műveken, amit aztán ő egész Európában és majd az Amerikában is óriás vándorkiállítások mutatott be, összesen több millióan látták, és aztán persze olyan megrendelés, állomány zúdult Munkácsi felé, valóban Koránnak volt olyan időszak, hogy ő volt a legdrágábban eladó művészet. Les organisateurs de l'exposition ont rassemblé des œuvres disséminées partout en Europe, dans de nombreuses collections privées et publiques. Comme nous l'explique la conservatrice Reka Krasnay, le transport des peintures géantes Golgotha et la conquête de la Hongrie a été particulièrement complexe d'un point de vue logistique. Par ailleurs, Reka Krasnay nous explique s'être inspirée des deux grandes expositions précédentes de Mihail Munkácsy à Budapest, en 1952 et en 2005. Tulajdonképpen ennek a két kiállításnak a tanulságát igyekeztem én ötvözni abból a szempontból, hogy mutassuk be az egész életművet. A Nemzeti Galériában egyébként ott látható főműveken keresztül, vagy onnan kezdve a nagyméretű monumentális alkotásokon keresztül a magántulajdonban lévő, olykor lappangó, vagy hát nem ismert, rejtőzködő remek művekig. L'exposition comprend plus d'une centaine d'œuvres d'art, de photographies d'archives et d'objets ayant appartenu à Mihail Munkácsy. Elle se tient jusqu'au mois de mars prochain au Musée des Beaux-Arts de Budapest.